C'est Ahmed Soussi, je suis professeur de sociologie au département de socio de l'UQAM. Je m'intéresse particulièrement à la sociologie du travail, la sociologie des organisations et surtout à la sociologie du syndicalisme. Avant de venir dans ce département, je travaillais dans un département de relations industrielles. Là aussi, je m'occupais surtout de la sociologie des relations du travail et de l'action syndicale. Et en termes de recherche, mon programme de recherche actuellement est axé essentiellement sur le mouvement syndical international. Je m'intéresse aux transformations récentes, aux transformations contemporaines qui ont affecté l'organisation du travail et les organisations de façon générale, surtout les entreprises transnationales. Et donc d'examiner les impacts de ces transformations sur l'action collective et en particulier sur l'action syndicale. Alors j'essaierai de revenir un peu plus tard sur les raisons qui m'ont amené à traiter cet objet qui est le mouvement syndical international. Mais pour le moment, dans ce programme, il y a deux choses qui m'intéressent en particulier. Il y a ce paradoxe qui concerne le mouvement syndical en particulier, qui est dû au fait que l'action syndicale a toujours été assujettie à des espaces nationaux. Les syndicats n'interviennent en termes d'action collective, d'action stratégique, que dans des espaces nationaux, c'est-à-dire dans le cadre de modes d'encadrement juridique de relations du travail nationaux. Depuis leur naissance au XIXe siècle jusqu'à l'heure actuelle, c'est cette même tendance lourde qui est maintenue. Alors cette action syndicale est basée sur deux grands enjeux en particulier. Un, la tendance du mouvement syndical à systématiquement se faire reconnaître comme acteur institutionnel dans le monde du travail, c'est-à-dire à obtenir le droit d'association et le droit de négociation. Et d'autre part, deuxième enjeu, celui de conserver autant que faire se peut les acquis obtenus par l'action collective. Et tout cela est enchâssé, pour être pérennisé, tout cela est enchâssé dans des cadres législatifs en particulier. C'est ce qui fait dire à beaucoup de chercheurs et beaucoup d'observateurs de l'action syndicale que la loi, en quelque sorte, est la campagne du syndicat. Et par contre, depuis les 15 dernières années, on a assisté à de profondes transformations en matière d'organisation du travail et surtout en matière de stratégie de gestion des entreprises qui ont eu tendance de plus en plus à externaliser leurs activités de façon transnationale et que donc c'est ce qu'on appelle parfois la sous-traitance, la délocalisation, etc. Mais tout cela prend des formes très diverses. Ces délocalisations, elles peuvent être locales, régionales ou internationales. Bref, pour aller vite, on a une donnée nouvelle en termes d'organisation du travail, c'est cette tendance systématique des entreprises à organiser leur stratégie sur un plan international. Or, en termes d'action collective, sur le plan syndical, on a là un déséquilibre qui va croissant et qui se traduit par une augmentation systématique, si vous voulez, du pouvoir des entreprises sur l'organisation du travail et en même temps, de façon concomitante, par une diminution de la capacité d'action et d'influence du mouvement syndical. Alors actuellement, c'est vraiment la croisée des chemins pour le mouvement syndical international. C'est précisément son enjeu principal aujourd'hui consiste à essayer d'élaborer, de concevoir ou d'imaginer, on en est là aujourd'hui, à imaginer des parades en quelque sorte pour revenir, pour rétablir l'équilibre de ce rapport de force employeur-employé ou ce qu'on appelle de façon plus abstraite rétablir le rapport travail-État-capital tel qu'on le connaît dans les différents pays industrialisés, dans le reste du monde par ailleurs. Alors c'est un des enjeux aujourd'hui du mouvement syndical en termes d'organisation du travail. Un deuxième enjeu qui m'intéresse particulièrement, c'est l'identité syndicale. C'est le fait que le mouvement syndical a toujours été caractérisé par une fragmentation très importante, surtout une fragmentation idéologique. Depuis le XIXe siècle jusqu'à la chute du mur de Berlin,
on a pu observer trois grandes tendances. Une grande tendance dite marxiste révolutionnaire avec de grands syndicats de type FTQ, CGT, etc., qui sont des syndicats de transformation sociale, qui ont un projet idéologique, un projet de société derrière, dans leurs revendications, de leurs stratégies. On a une deuxième tendance qui est une tendance un petit peu plus social-démocrate, je dirais, qui se traduit par une action syndicale tournée vers un projet de réforme du capitalisme et non pas de sa transformation, donc pas de projet de société en tant que tel à l'image du courant marxiste révolutionnaire, mais un projet de transformation progressive. Et enfin, un troisième mouvement qui est un petit peu moins important, mais qui est toujours présent depuis le début du siècle, c'est le mouvement syndical à tendance confessionnelle. Et donc, ces trois mouvements ont eu des stratégies internationales, et donc, du coup, sur le plan d'action syndicale internationale, on a ces trois grandes composantes qui ont toujours été fragmentées, parfois antagonistes d'ailleurs. Et il s'est passé un événement particulièrement important en novembre 2006. C'est la fondation de ce qu'on appelle la CSI, la Confédération syndicale internationale, qui m'intéresse particulièrement et qui pour moi représente un moment historique en termes d'évolution du mouvement syndical, dans la mesure où on a assisté à la fusion de ces grandes organisations syndicales internationales dans le cadre d'une sorte de nébuleuse encore aujourd'hui qui n'est pas encore très clairement qui n'a pas encore fixé clairement ses objectifs stratégiques, mais qui montre en tout cas le souci du mouvement syndical international sinon de parler d'une seule voix, du moins d'éviter la fragmentation et d'éviter les luttes fratricides qui ont affecté le mouvement syndical international depuis le début du siècle. Alors voilà un peu le contexte dans lequel je travaille actuellement. Et donc c'est un petit peu la problématique générale. Dans cette problématique générale, il y a une petite problématique qui m'intéresse en particulier et qui porte sur les rapports nord-sud au sein du mouvement syndical international. Dans la mesure où ce mouvement syndical international, contrairement à ce que son nom peut laisser suggérer, est particulièrement dominé par des grandes centrales syndicales européennes qui contrôlent pratiquement l'ensemble des postes de décision, alors même qu'on est dans des situations où les syndicats du Sud représentent plus des 2/3 des salariés de la planète. On a une sous-représentation au niveau des instances de prise de décision dans cette nouvelle structure qui est la CSI, la Confédération syndicale internationale, qui a été fondée à Vienne en 2006, dont j'ai parlé tout à l'heure. Alors donc dans le cadre de ce projet général, il y a ce petit projet, cette problématique-là des rapports nord-sud, et qui fait qu'actuellement je travaille sur les conditions dans lesquelles ces syndicats du Sud, ces organisations syndicales du Sud, dans le contexte africain et dans le contexte sud-américain, aujourd'hui conçoivent de nouvelles stratégies de l'action syndicale et qui semblent en tout cas aujourd'hui très très différentes, sinon très éloignées de celles qui sont mises en place en Europe et en Amérique du Nord. On a là donc une sorte de dichotomie, si vous voulez, au sein de l'action syndicale internationale entre les pays du Sud, qui représentent un très gros bassin de travailleurs, puisque l'essentiel de la production industrielle aujourd'hui est faite dans les pays du Sud, et les stratégies toujours traditionnelles qui sont menées par les grandes centrales du Nord. Et donc on a là un déséquilibre, comme on l'a vu tout à l'heure, au sein du mouvement syndical international, non seulement au niveau des instances en tant que telles, sur le plan organique, des postes de prise de décision, etc., mais surtout aussi au niveau des enjeux à mettre en valeur. Pour les syndicats du Sud, il s'agit d'abord de réguler le travail des enfants, il s'agit d'abord de syndiquer des femmes, il s'agit surtout de réguler le travail dans le cadre de l'économie informelle, qui en Afrique représente plus de 75%, et en Amérique latine quelque chose qui est aussi entre 60 et 70% selon les pays. Et sur le plan stratégique aussi, on a une différence fondamentale dans la mesure où les syndicats du Sud privilégient surtout des actions locales avec des coalitions avec d'autres acteurs non syndicaux. Alors que les grands syndicats du Nord, qui je le rappelle contrôlent la CSI en grande partie, privilégient des stratégies de type institutionnel, de négociation avec le BIT, l'OIT, avec des grandes fédérations, etc. Alors on a là, j'essaie de résumer un petit peu parce que c'est assez complexe, donc on a là, comme on le voit,
une sorte de dichotomie qui caractérise le mouvement syndical international et qui, on peut utiliser le terme, et qui plombe aujourd'hui sa capacité d'action. Alors je m'arrêterai là pour le moment. Donc en termes de recherche, j'essaie de faire ressortir les caractéristiques qui permettent de reconnaître cette action syndicale dans les pays du Sud au regard de ce qui se passe dans les pays du Nord. En faisant une analyse comparative entre un certain nombre de syndicats d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et d'Afrique australe. Et puis, concernant l'Amérique latine, je fais une analyse comparative entre le Brésil, l'Argentine et le Mexique, qui, pour un certain nombre de raisons, présentent des particularités en termes d'action syndicale. Donc voilà un peu pour ce qui concerne le syndicalisme dans les pays du Sud. Et pour ce qui concerne le Québec, j'ai un projet de recherche qui porte sur l'évolution des stratégies internationales des trois grandes centrales québécoises, que sont la FTQ, la CSN et la CSQ, et voir dans quelle mesure, à titre de grande centrale du Nord, dans quelle mesure ces stratégies internationales ont changé ou n'ont pas changé ou ont évolué depuis cette fameuse rupture de novembre 2006 lors de la fondation de la CSI. Alors ça va vous paraître peut-être dans un premier temps curieux ou paradoxal, mais cet intérêt pour le syndicalisme international évidemment n'est pas fortuit, c'est le résultat d'un cheminement au sens qu'on donne à ce terme au Québec, c'est-à-dire une évolution de la pensée en termes de recherche. Parce que, dans un premier temps, surtout dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'avais travaillé sur les impacts des changements technologiques sur l'organisation du travail et surtout sur les identités au travail. Donc ça a été, je reviendrai un petit peu plus tard, plus loin sur cette question d'identité qui est transversale à l'ensemble de ma réflexion sur les transformations du travail et de l'action collective. Alors, pour faire court, en fait, cette recherche doctorale portait, comme je l'avais dit tout à l'heure, sur les transformations technologiques du travail et leurs impacts sur les identités au travail, surtout les identités professionnelles. Et pour ça, je m'étais intéressé surtout aux organisations industrielles de haute technologie, ce que l'on appelle les OIHT, qui sont des organisations, des entreprises qui me paraissent particulièrement représentatives des transformations du travail et des transformations des organisations de ces 15 dernières années. En ce sens, dans la mesure où ce secteur-là, ce type d'organisation, ces milieux du travail, sont devenus de plus en plus dominants dans les économies, en particulier dans les économies des pays du Nord. Et là, j'étais parti d'une hypothèse assez intéressante en ce sens, qui était une thèse dominante sur ce qu'on appelle le déterminisme technologique, puisqu'il était convenu depuis le début des années 60, notamment avec les travaux de l'école anglaise de Woodward en particulier, sur les impacts des changements technologiques en Grande-Bretagne. Il semblait y avoir un consensus scientifique autour de l'idée que la technologie, que les transformations technologiques sont prédéterminants en termes d'organisation du travail. C'est-à-dire que, à la limite, les entreprises, les autres acteurs, que ce soit les entreprises ou les syndicats ou les travailleurs, peu importe les acteurs qui sont dans l'entreprise, n'ont que peu de prise, en fait, sur les impacts des changements technologiques sur l'organisation du travail. 1, 2, sur les individus au travail eux-mêmes, c'est-à-dire sur la qualification, sur leurs compétences, sur leur rapport au travail, globalement sur leur identité dans ces espaces du travail. Et donc c'est une thèse assez dominante parce qu'on la retrouve un petit peu partout. Cette thèse, elle est développée d'abord en Angleterre, elle est développée aussi en Italie par l'école italienne menée par Salerni en particulier, un sociologue du travail. On la retrouve dans l'école de la régulation française avec tous les travaux de Reynaud, etc. On la retrouve également aussi aux États-Unis, où on a un très fort courant qu'on a appelé le courant socio-technique, qui globalement, à travers des analyses distinctes, à travers des catégories distinctes d'impact de la technologie sur le travail, on arrive globalement à cette conclusion que l'on peut résumer sous le terme de déterminisme technologique. Alors ce déterminisme technologique a
a pris a été, disons, différencié sous plusieurs catégories. Alors certains parlent, comme Ellul en Belgique, parlent de déterminisme mou, d'autres parlent de déterminisme flou, d'autres parlent de déterminisme d'impératif technologique. En tout cas, c'est une thèse qui est dominante. Et, dans le courant de mes recherches, moi, sur cette question, j'en étais arrivé à la conclusion exactement inverse. C'est-à-dire que dans le cas précisément d'une grande entreprise que j'avais pris pour étude de cas, une OIHT, une organisation industrielle de haute technologie, que j'ai suivie sur une période d'une dizaine d'années, en fait, d'abord dans le cadre de ma thèse sur 5 ans, puis ensuite dans le cadre d'un postdoctorat et de recherche que je viens de terminer là-dessus. Je vous épargne le détail de la recherche. Le fait est que j'en suis arrivé à la conclusion que la technologie et les transformations technologiques du travail faisaient l'objet d'une gestion stratégique des décideurs institutionnels dans ces organisations. En d'autres termes, surtout lorsque je fais une comparaison, par exemple dans le secteur des télécommunications que j'ai particulièrement étudié, entre ce qui se passe au Canada à travers cette entreprise dont je tairai le nom et une autre grande entreprise en Allemagne que je peux nommer, qui s'appelle Siemens et qui est l'équivalent de cette entreprise que nous avons ici. Alors je précise juste en termes méthodologiques, cette entreprise que j'ai étudiée en Amérique du Nord a plusieurs usines au Canada et en Amérique du Nord et aujourd'hui un petit peu partout sur la planète. Donc là, j'ai pris deux types d'entreprises travaillant dans le même secteur, avec le même type d'identité professionnelle, mais qui, à travers la mise en œuvre des changements technologiques qui ont caractérisé la décennie 90, c'est-à-dire l'implantation des technologies de l'information et de la communication et toutes les transformations technologiques qui en sont liées. Donc ces deux expériences de transformation technologique du travail ont donné lieu à des résultats complètement différents. Dans le cas allemand, par exemple, dans lequel le travail est régulé par un contexte juridique particulier, j'en ai parlé tout à l'heure, les espaces nationaux qui sont régulés par des modes d'encadrement juridique spécifiques, on a eu des transformations qui sont d'une toute autre nature que les transformations qu'on a obtenues ici. Alors par exemple, on est passé dans cette entreprise dont je parle ici, on a eu une véritable révolution en termes d'identité professionnelle. On passe d'un espace du travail dans lequel on a comme acteurs principaux des opérateurs, des techniciens, etc., avec une énorme section industrielle, vers une entreprise tournée d'abord vers le logiciel, une entreprise dans laquelle toutes les identités ont été refondues, mais dans laquelle l'organisation du travail a fait l'objet en fait d'une gestion stratégique. C'est-à-dire que c'est l'entreprise ce sont les décideurs institutionnels de l'entreprise qui, à travers la mise en place des changements technologiques, ont fait des choix d'organisation du travail. Alors je n'irai pas plus loin dans le détail, le fait est que cette conclusion montre très clairement que contrairement à cette thèse déterministe concernant la technologie, pour un certain nombre de facteurs que je n'ai pas le temps d'évoquer ici, pour un certain nombre de raisons, les transformations contemporaines du travail aujourd'hui donnent davantage, accordent aux décideurs institutionnels de l'entreprise un pouvoir sur le travail et sur l'organisation du travail, et donc un pouvoir direct sur la gestion des identités au travail qui est beaucoup plus important, pour ne pas dire sans aucune commune mesure, avec l'organisation du travail telle qu'on la connaissait jusqu'à la fin des années 70. On a donc un déséquilibre très profond en termes de relations du travail et surtout en termes de rapports sociaux de pouvoir au travail, qui est un déséquilibre très important, qui est dû précisément à ces transformations contemporaines. Alors le cas des changements technologiques est un cas parmi d'autres. Il y a probablement d'autres facteurs qui ont contribué à cette évolution. Bref, le fait est que à la fin de cette recherche, donc on a non seulement cette idée que la thèse déterministe ne tient plus la route aujourd'hui lorsqu'on observe les milieux du travail, mais surtout une conclusion beaucoup plus importante, et vous verrez le lien que je fais avec l'action syndicale, c'est que ces transformations en termes d'organisation du travail ont eu pour effet, notamment dans le cas canadien, ça a été le cas un peu plus tôt aux États-Unis, c'est en train aujourd'hui d'être le cas dans plusieurs pays d'Europe, c'est que pour ce qui concerne le cas canadien, dans ce secteur d'activité, on a eu également une profonde transformation des relations du travail. En d'autres termes, on a eu une profonde transformation des relations collectives du travail. Avant les changements technologiques, on a des relations du travail, on a un rapport salarial qui est collectif.
C'est-à-dire qu'on a, vous avez les décisions institutionnelles dans le cadre de l'entreprise, avec un certain nombre d'acteurs collectifs organisés la plupart du temps sous forme d'organisation syndicale, et qui négocient dans le cadre d'un rapport travail-capital qui est relativement équilibré, parce qu'il est encadré par un mode d'encadrement juridique des relations du travail canadien, sur lequel je ne reviendrai pas, mais qui traduit toute la capacité d'influence du mouvement syndical. Et donc à la fin de ces transformations, à la fin de cette recherche, ce qui s'est produit, c'est une réduction systématique c'est une transformation systématique de ce rapport salarial collectif. On passe globalement d'un rapport salarial collectif vers un rapport salarial individuel. Globalement parlant, alors je vais juste une petite note explicative, pour qu'il y ait une existence, pour qu'il y ait un syndicat dans une entreprise dans ce pays, il faut une unité d'accréditation. Pour ce qui est une unité d'accréditation, il faut rassembler des employés qui ont les mêmes tâches et avec des postes de travail similaires. Or, dans le cas des transformations technologiques en matière d'organisation du travail, ce qui s'est produit, c'est qu'on a eu un éclatement de l'organisation du travail qui a eu pour effet une externalisation progressive de toutes les sections de production de l'entreprise. Ces différents départements de l'entreprise ont été cédés en sous-traitance à d'anciens managers de l'entreprise et qui du coup sont devenus des entités autonomes sur le plan juridique. Mais en termes spatial, en termes géographiques, on reste toujours dans le même espace, on est toujours dans la même usine, avec des départements toujours les mêmes qui sont là, mais qui sont des entreprises de droit qui sont complètement autonomes et différentes. Donc du coup, ces employés, les techniciens, les opératrices et surtout qui sont là, n'ont plus affaire à un même employeur. Ils sont éclatés. Donc du coup, on a là de facto, on a supprimé les conditions d'existence de ces fameuses unités d'accréditation qui permettent l'action collective et permettent la reconnaissance de l'action syndicale. Et donc c'est ce qui s'est produit ici. Et donc du coup on est passé à travers cette gestion du travail et de son organisation, on est passé à une individualisation progressive, quasi totale aujourd'hui, du rapport salarial. Donc du coup on a supprimé l'équilibre en termes de relations du travail au sein de l'organisation a été complètement refondu, et donc on a là un déséquilibre en faveur, bien entendu, qui donne les coups des franges en termes de gestion du travail et de l'organisation du travail à l'entreprise. Donc, alors, il faut savoir aussi que cette étude de cas est peut-être généralisable, puisqu'on a assisté dans tout ce secteur des organisations industrielles de haute technologie qui, je vous le rappelle, est dominante. C'est un secteur qui est dominant aujourd'hui dans les pays du Nord. On est passé à cette individualisation du rapport salarial. Il y a également un autre phénomène qui traduit l'individualisation du rapport salarial. Il y a aussi la financiarisation de l'entreprise, sur laquelle je ne reviendrai pas, parce que là aussi c'est un énorme chantier aussi. Bref, le fait est qu'à la fin de cette recherche, évidemment, comme d'autres recherches, on finit par de nouvelles questions. On trouve certaines réponses, mais de nouvelles questions se posent. La question que je m'étais posée dans le cadre de cette recherche, et que j'ai traitée dans le cadre d'un postdoc, c'est quelles sont aujourd'hui les parades possibles en termes d'action collective face à ce déséquilibre du rapport travail-capital, et surtout face à ce phénomène, à cette tendance lourde en matière d'individualisation des rapports salariales. Et donc là, je suis parti d'un constat, c'est que cette gestion stratégique de la technologie qui a été faite dans le cas que j'ai étudié était en fait sous-tendue par ce phénomène de financiarisation des entreprises. C'est-à-dire, elle est en fait sous-tendue par le fait que cette entreprise, en étant financiarisée, c'est-à-dire en transférant le pouvoir de décision de l'intérieur de l'organisation, c'est-à-dire du groupe de l'exécutif de l'entreprise, vers le marché financier, c'est-à-dire le conseil d'administration de l'entreprise, on a changé de logique en termes de gestion du travail. En d'autres termes, la logique qui a présidé à l'organisation du travail, à la gestion de l'entreprise, a toujours été une logique de productivité et de qualité jusqu'au milieu des années 90. À partir du moment où le centre de décision a été transféré de l'intérieur de l'entreprise vers le marché financier, c'est-à-dire vers des objectifs de rentabilité financière à long terme, parce que les investisseurs, ceux qui détiennent des parts de capital de l'entreprise, ce qui les intéresse, ce n'est pas tant la qualité ou la productivité à 15 ou 20% par année, mais surtout la possibilité que leurs actions leur rapportent des dividendes au niveau du marché financier dans un délai très court. Et donc, pour cela, il suffit de prendre des décisions qui permettent de rendre cette action plus attractive dans le marché financier. Et donc, du coup, les objectifs de gestion du travail ne dépendent plus
des facteurs internes dans l'entreprise, mais pas de facteurs externes. Et donc c'est ce qui m'a ramené à m'intéresser précisément aux stratégies internationales de ces organisations, de ces entreprises, pour voir, en fin de compte, quel est le processus qui part de ces enjeux internationaux en termes de financiarisation vers une transformation au niveau des identités du travail, c'est-à-dire au niveau du plancher des vaches, au niveau des tâches quotidiennes, au niveau de la transformation quotidienne du travail, au niveau de la transformation des compétences, bref, sur les impacts en termes d'identité sur les individus, sur les gens qui travaillent dans ce secteur. Et donc c'est comme ça que j'étais amené à constater là encore que la gestion de la technologie, in fine, finalement, n'était pas tant motivée par des transformations en termes d'organisation du travail, de rentabilité, en termes de travail et de production, mais surtout par une stratégie internationale de l'organisation, donc dans laquelle le facteur interne, qui est celui de la transformation du travail, finalement n'est qu'un facteur relativement mineur. Alors donc, du coup, à partir de ce deuxième volet de la recherche, c'est encore une autre confirmation très claire du déterminisme, que le déterminisme technologique tel qu'on l'a connu en sociologie, tel qu'il a été porté à bout de bras par plusieurs courants sociologiques, ne tient plus la route aujourd'hui, malgré certaines résistances encore, mais enfin bon, aujourd'hui la question, en tout cas pour ce qui me concerne sur le plan scientifique, elle est relativement réglée. Ces recherches le montrent, d'autres recherches aujourd'hui vont dans le même sens aussi. Bref, en termes de recherche, ce qui m'avait intéressé donc également à partir de cette deuxième conclusion, c'est, compte tenu de ce déséquilibre du rapport travail-capital, c'est-à-dire de ce rapport de force en termes de relation du travail, dans quelle mesure, sur le plan international, l'action collective est-elle possible? Pour revenir à cette question du déterminisme technologique, là, pour bien comprendre l'évolution à la fois du phénomène et de son analyse, c'est de faire référence sur. Pour bien comprendre ça, il faut surtout faire référence, je ferai référence surtout au discours de l'entreprise, au discours des organisations. Il faut savoir aussi que depuis le début du siècle, c'est-à-dire en fait depuis la taylorisation du travail, ensuite en passant par la période de la Deuxième Guerre mondiale avec la mise en place du compromis fordiste, jusqu'à la fin des années 70 avec la crise économique, la crise de productivité, la crise financière et surtout la crise culturelle, mai 68, etc., à la fin des années 60, au début des années 70, on a là trois grandes phases de transformation du travail qui toutes ont été justifiées ou légitimées à travers les discours de l'entreprise par les changements technologiques. C'est-à-dire que très souvent, ce qu'on nous dit, lorsque l'entreprise veut compresser du personnel, etc., le facteur qui légitime ce discours est le facteur technologique. Alors, bien sûr que les transformations technologiques changent le travail, bien entendu. Mais ce n'est pas exactement ça la thèse du déterminisme technologique. La thèse du déterminisme technologique ne consiste pas simplement à dire que les transformations technologiques ont un impact direct sur la transformation des tâches. Bien entendu que les tâches se transforment, on le voit dans le passage entre l'atelier universel et le taylorisme au début du siècle, bien entendu qu'il y a des transformations. Bien entendu que lors de la mise en place de l'organisation fordiste du travail, là aussi on a une mécanisation qui intervient. Bien entendu que dans les années 70, avec l'automatisation et l'informatisation, il y a une transformation des tâches. La question de ce qui pose problème dans la thèse du déterminisme technologique, c'est pas cette causalité directe entre la transformation technologique et la transformation du travail. Ce qui pose problème dans le déterminisme, dans la thèse déterministe, c'est le caractère impératif de la technologie en termes d'organisation du travail. Parce qu'on parle d'organisation du travail, on ne parle pas uniquement de définition des tâches. Les tâches changent, bien entendu, en raison des transformations technologiques. Mais l'organisation du travail, elle, fait l'objet d'une gestion stratégique. C'est-à-dire que, exemple, l'exemple typique, c'est celui, par exemple, si on fait une comparaison comme celle que j'ai faite entre l'Allemagne et le Canada, c'est le cas. En Allemagne, par exemple, en raison
d'une très ancienne tradition. Elle date de 1864, de la fondation du SPD en Allemagne. On est en raison d'une très ancienne tradition de coopération dans le monde du travail entre les entreprises et le mouvement syndical. On a là une négociation systématique en termes d'organisation du travail et de changement d'organisation du travail. Et donc les transformations technologiques qui ont affecté le secteur des télécommunications, en particulier chez Siemens par exemple, n'ont pas du tout remis en question les relations du travail, et surtout cet équilibre si fondamental en termes d'action collective entre les employés et les employeurs, entre les travailleurs et les entreprises, en matière d'organisation du travail, comme en matière de conditions de travail, en matière de rémunération, tout ce qui concerne les compétences, les qualifications des différents groupes qui sont présents dans l'entreprise. On a une coopération en termes de gestion, et les transformations technologiques n'ont pas affecté le rapport salarial collectif. Contrairement à ce qu'on a observé en Amérique du Nord, et contrairement également à ce que nous sommes en train d'observer aujourd'hui en Europe, parce que c'est cette tendance lourde aussi qui se manifeste en Europe. Alors la question de la remise en question de la thèse déterministe ne porte pas sur la causalité, c'est sur le lien direct, sur l'impact entre si vous voulez, de la technologie et la tâche, mais elle porte surtout sur la gestion de l'organisation du travail légitimée par les changements technologiques. Alors c'est un peu ça et d'ailleurs ce qui est intéressant de faire comme objet de recherche, ça peut être très intéressant à faire aujourd'hui, c'est de réinterroger notamment toutes ces études qui ont été faites depuis les années 60, notamment par Woodward en Angleterre, Salerno en Italie, Kearney Schumann en Allemagne, etc., de réinterroger ces recherches-là à la lumière de cette nouvelle thèse. C'est-à-dire, et là, effectivement, on peut s'apercevoir que ces transformations en termes d'organisation du travail, qui à l'époque étaient justifiées par des changements technologiques, auraient pu laisser place à d'autres alternatives. Ne serait-ce qu'en raison du fait que dans le contexte de l'époque, de ces transformations, le rapport salarial collectif était un enjeu dominant, était un paramètre qu'on ne pouvait pas remettre en question, puisqu'il était au cœur même du compromis fordiste. Il était au cœur même de ce modèle de l'État-providence qui avait affecté l'ensemble des pays industrialisés. Or, comme par hasard, au milieu des années 90, on est à un moment de l'histoire où on a une remise en question totale du rôle de l'État dans la gestion des affaires économiques, dans la gestion du travail en particulier, et dans un esprit aussi qui permettrait de débrider, si vous voulez, les entreprises pour les laisser réguler davantage leurs activités, etc., parce que le nouveau credo anti-keynésien justifie l'idée que pour combattre l'emploi, pour combattre les dysfonctionnements de l'économie, eh bien, il faut laisser, c'est un retour à la main invisible un petit peu, il faut laisser les entreprises faire un petit peu ce qu'elles veulent là-dessus. Et donc, les transformations du travail que l'on voit dans les années 90 traduisent donc si vous voulez, sur le plan, en termes de paradigme, ce plan un petit peu plus global, traduisent cette transition de la pensée dominante des années 70 vers cette nouvelle pensée, je ne dirais pas unique, mais enfin cette nouvelle pensée dominante que l'on observe aujourd'hui. Et donc c'est ce qui fait que cette thèse du déterminisme technologique aujourd'hui ne tient pas la route non plus. Parce que ces enjeux-là aussi... Alors l'idée, c'est pas de dire on jette tout ça à la poubelle et on fait tabula rasa pour ce qui concerne toutes les études du déterminisme technologique. L'idée, c'est simplement de séparer en termes d'analyse les impacts sur les tâches des impacts sur l'organisation du travail. C'est ce qu'on a l'habitude de faire traditionnellement en sociologie du travail. Alors pour faire le lien avec mon introduction tout à l'heure, c'est que donc, au-delà de ces résultats concernant les déterminismes technologiques, qui étaient en fait un résultat théorique, parce que ce qui m'intéressait davantage, c'était vraiment les impacts sur les identités, puisque c'était le sujet de départ. Alors, juste pour faire état de ce lien rapide, je ne reviendrai pas sur le traitement théorique des identités, sur tous ces courants sur la sociologie de l'identité. Je ferai simplement état d'un élément qui pourrait assurer la transition, c'est que
un des volets, un des paramètres de la construction identitaire au travail, et c'est précisément concerne l'action collective. Il y a plusieurs paramètres. Il y a le paramètre des qualifications, en particulier avec la qualification sociale de Touraine, etc. Enfin, tous ces travaux de Naville qu'on a eu de la sociologie du travail française qui a défini ce que Saint-Saulnier appellera plus tard dans les années 70 l'expérience relationnelle du pouvoir dans le cadre du monde du travail, et qui est une composante, une constituante de l'identité au travail. Un des volets, donc, sans insister sur les autres aspects, un des aspects qui m'intéressait le plus, c'est le paramètre collectif. C'est la composante collective de l'identité, ou ce qu'on appelle l'identité collective, qui se traduit par la capacité des individus dans une organisation à construire des repères identitaires, des repères culturels, qui permettent de cristalliser leur appartenance à un même clan, si vous voulez, à une même communauté de travail. Et donc on le voit, comme j'en ai fait état tout à l'heure, en termes d'individualisation du rapport salarial, on a là un impact direct sur les composantes collectives de cette identité. Et donc, pour aller plus loin sur cette idée d'identité collective, il y a l'action collective et avant tout l'action syndicale. On a vu dans quelle mesure cette action syndicale a été fondamentalement remise en question à travers ces transformations. Et un des facteurs qui revient de plus en plus aujourd'hui dans les recherches concernant ces transformations, c'est précisément la capacité des entreprises à organiser leurs activités et à organiser leur gestion sur un plan transnational. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure dans le préambule, la capacité d'action collective dans le monde du travail est assujettie et subordonnée aux espaces nationaux. Et donc, un des enjeux fondamentaux pour retrouver un petit peu, pour tenter d'intervenir sur ce déséquilibre du rapport travail-capital, c'est de porter l'action collective à un niveau international, c'est-à-dire de la porter sur le même terrain que celui que les entreprises ont décidé d'adopter, et qui est aujourd'hui balisé par un certain nombre de mécanismes de régulation internationale du travail, à travers des traités comme l'ALENA par exemple, à travers les mécanismes mis en place par l'Europe sociale par exemple, à travers des organisations comme l'ASEAN en Asie. Et donc tous ces modes d'encadrement juridique internationaux du travail offrent la plupart du temps une latitude beaucoup plus importante aux décideurs institutionnels, encore une fois, au niveau des entreprises, qu'aux syndicats en particulier. Et donc, un des principaux enjeux aujourd'hui en termes d'action collective, et donc, en dernière analyse d'action syndicale, c'est justement, je boucle avec ce que j'ai tout à fait au début, c'est quelle stratégie imaginer aujourd'hui, quel mécanisme de régulation internationale aujourd'hui mettre en place pour rétablir ce rapport travail-capital de sa version rapport travail-État-capital au niveau des espaces nationaux vers un rapport travail-capital sur le plan national. Ce qui manque évidemment, vous l'avez compris, c'est le rôle de l'État. Alors, quel acteur jouerait le rôle de l'État? Aujourd'hui, on a plusieurs idées, on a plusieurs stratégies, on a plusieurs orientations qui fragmentent encore une fois le mouvement syndical international quant à cette question. Est-ce que ce serait le rôle de l'OIT et de son bras armé, le BIT? Est-ce que ce serait le rôle de ce qu'on appelle les Global Unions? Là, c'est ces 10 grandes fédérations syndicales internationales qui négocient des contrats, qui négocient des conventions collectives internationales à l'image du syndicat des transports ou de l'éducation, etc. Mais qui très souvent sont des conventions collectives qui ne sont pas contraignantes, qui n'ont pas une portée impérative pour les entreprises. Alors aujourd'hui, un des enjeux de l'action syndicale internationale, c'est précisément celui-là. Alors c'est un petit peu ça qui m'a fait, bon, je vais très vite bien entendu, je schématise à grands coups de... c'est ce qui m'a ramené aujourd'hui à examiner les conditions de l'action collective dans ce nouveau contexte, caractérisé, 1, par l'individualisation du rapport salarial, 2, par la réduction profonde des rapports collectifs du travail, 3, par l'externalisation transnationale des activités industrielles des entreprises, 4, par ce phénomène de financiarisation des entreprises qui continue toujours
de produire des effets, de se généraliser à l'échelle de la planète. Alors voilà un petit peu ce qui m'a amené à traiter cette question du mouvement syndical international. Tout cela sans perdre de vue une réflexion théorique beaucoup plus importante pour moi, qui reste toujours centrée sur l'identité au travail, mais que j'aborde par le biais de l'action collective et comme je l'ai fait par d'autres biais, notamment la transformation du rapport salarial sous sa forme individuelle ou collective. Le fait même d'ailleurs que l'on s'intéresse de plus en plus à la question identitaire dans les 30 dernières années est assez symptomatique non seulement de l'évolution de l'identité elle-même au travail, mais également aussi du regard sociologique que l'on jette sur cette notion d'identité. Et il faut savoir que jusqu'à la fin des années 80, on parlait beaucoup moins d'identité au travail que d'aliénation au travail. Pendant sociologique de la notion, je dirais pas du concept, de la notion d'identité, a d'abord été l'aliénation, la question de l'aliénation. Je vous citerai simplement un petit mot de Paul Ricoeur qui disait que l'identité est un mot malade qui souffre d'une surcharge sémantique. C'est le cas, parce que c'est une notion qui est extrêmement polysémique, qui est pluridisciplinaire. On la retrouve en sociologie, en psychologie du travail, en psychologie des organisations, en anthropologie des organisations. C'est une question qui est traitée depuis longtemps. Elle commence par Aristote, en passant par un certain nombre d'autres penseurs du XVIIIe jusqu'à tout le contexte de la modernité. Cette question d'identité a toujours été traitée de façon duale, entre cette question, je fais simplement une petite référence à Durkheim entre l'être individuel et l'être social, c'est-à-dire cette image que l'on se fait de soi sur soi, ou opposée à l'image de soi par autrui, renvoyée par autrui. Alors c'est quasiment cette dualité est quasiment le seul point commun que l'on peut retrouver dans cette question d'identité. Alors pour revenir à cette question d'aliénation, on parlait, concernant le monde du travail, c'est d'abord l'aliénation qui a été caractérisée. Alors je vous renvoie à tous les travaux qui ont caractérisé la naissance même de la sociologie du travail, à la fin des années 40, qui était caractérisée par un paradigme marxiste particulièrement prégnant, mais qui date de très loin. Alors évidemment, l'influence marxiste dans le traitement des questions identitaires a été très, très profonde. On a eu beaucoup de mal en sociologie à s'en extraire. Et donc, du coup, cette question d'identité, d'identité au travail était surtout analysée, observée, traitée, même dans les recherches empiriques, par la question de l'aliénation. Mais par contre, à partir des années 80-90, on a assisté à un glissement là aussi. Mais paradoxalement, ce glissement correspond également à une domination de plus en plus importante du discours de l'entreprise, qui est, rappelez-vous, celui de la culture de l'entreprise, de l'identité de l'organisation, etc., etc. Et donc, du coup, pour donner davantage de sens au travail, on assujettissait l'action de l'individu dans l'espace du travail à son environnement culturel, organisationnel en particulier. On a eu pendant une vingtaine d'années tous ces discours dominants concernant la culture et l'identité dans les organisations. Et quand par hasard, d'ailleurs, on retrouve ce phénomène, l'analyse sociologique de ce phénomène, notamment dans les travaux en France, par exemple, de l'école de Saint-Saulieu, qui a été un des chantres de l'identité dans les organisations, mais qui rejoignait en quelque sorte ce discours dominant qui porte sur la nécessaire intégration de l'individu au cadre et à la culture de l'organisation. Ce qui est paradoxal dans cette question de l'identité, c'est que les transformations dont j'ai parlé tout à l'heure, les transformations contemporaines du travail des organisations, ont précisément remis en question ce discours dominant que l'entreprise elle-même a produit. C'est-à-dire que en même temps que ce discours continue d'être porté aujourd'hui par l'entreprise, celui de la nécessaire intégration de l'individu, ou pour utiliser le terme des spécialistes du management, du nécessaire engagement de l'individu à la mission de l'organisation, il faut trouver des liens qui permettent un ancrage identitaire. Alors, paradoxalement, ces transformations, paradoxalement, c'est surtout le rapport salarié collectif qui permettait cet ancrage. Non seulement par le biais de l'action collective, mais aussi par le biais d'un engagement collectif
non pas simplement individuel, mais l'engagement collectif des travailleurs à leur entreprise. Or, avec les transformations auxquelles on a assisté, dont j'ai fait état tout à l'heure, notamment à travers l'individualisation des rapports salariales, on a assisté à un éclatement de cette identité collective et du même coup à tout ce qu'elle portait comme ancrage identitaire vis-à-vis de l'organisation. Donc du coup, en fait, c'est comme si l'entreprise assit elle-même la branche identitaire sur laquelle elle était assise. C'est-à-dire que les résultats aujourd'hui, est qu'on a un éclatement, des identités collectives. Un, deux, on a surtout une rupture de ces ancrages identitaires, avec une précarisation, pas nécessairement au sens négatif du terme, mais avec une précarisation de ces liens. Dans la mesure où aujourd'hui, cette précarisation ne concerne plus simplement les opératrices ou les opérateurs ou les techniciens, mais elle concerne également l'encadrement technique, des ingénieurs, des managers, etc. Mais surtout, elle concerne aussi les cadres supérieurs des organisations. C'est ce qui explique aujourd'hui, que l'on a observé dans un certain nombre de recherches, je vous en citerai un exemple tout à l'heure, notamment la question de l'idéal au travail de Marianne Dujarier, et qui montre comment aujourd'hui on a une mobilité de plus en plus importante des cadres des entreprises et des cadres supérieurs des entreprises, qui papillonnent en quelque sorte, si vous permettez l'expression, d'une entreprise à une autre, parfois d'un secteur à un autre, un secteur d'activité complètement différent, et que donc on n'a plus aujourd'hui, selon les recherches dont on dispose, des éléments précis qui permettent de rendre compte de cet ancrage identitaire. Non seulement en termes collectifs, chez les ouvriers qui n'existent plus d'ailleurs, ou chez les autres groupes constitués, des techniciens, des ingénieurs, etc., mais également aussi chez les cadres même des entreprises, qui eux-mêmes sont complètement déstabilisés sur le plan identitaire. Mais paradoxalement, ce discours de l'engagement à la culture de l'organisation continue toujours de persister aujourd'hui. Alors il est un petit peu en porte-à-faux, bien entendu, au niveau lorsqu'on regarde des résultats de recherche sociologique, bien entendu, mais la question reste toujours posée aujourd'hui de la façon dans laquelle le travail peut donner sens aujourd'hui à l'activité humaine. Puisque jusque-là, c'était la question identitaire qui était à l'origine de cette question du sens du travail, du sens de l'activité humaine. J'aurai peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure lorsqu'on parlera justement de la perte de sens au travail. Donc cette question de l'identité aujourd'hui, de mon point de vue, aujourd'hui, doit être réabordée différemment, elle doit être réinterrogée différemment. De la même façon qu'on a réinterrogé la question de l'aliénation au travail, notamment à travers les travaux de Paul Ricoeur et d'autres, nous avons besoin aujourd'hui de jeter un autre regard sur cette question de l'identité, parce que le sens qu'elle accordait jusque-là au travail s'est transformé, n'est plus le même, et n'a plus les mêmes impacts.